Très heureuse de vous retrouver sur Chérif la télévision. Une fois de plus, merci pour votre constante fidélité. Bienvenue dans cette édition dont voici les titres. Le 20 juin de chaque année est consacré à la Journée mondiale des réfugiés. À l'instar de la communauté internationale, le Mali n'est pas resté en marge de cette commémoration. Pour marquer l'événement, le Haut Commissariat pour les réfugiés et le gouvernement malien, en collaboration avec plusieurs associations, ont initié une cérémonie à la Maison des aînés de Bamako. Deux délégations constituées de chefs coutumiers ont été reçues consécutivement en audience par le président du Haut Conseil islamique du Mali. Il s'agit de la coordination des chefs des quartiers de la commune 1 du district de Bamako ainsi que des chefs de village de la sous-préfecture de Baguineda dans la région de Koulikoro. Occasion pour la première délégation de se féliciter du choix porté sur un résident de la commune pour occuper l'instance dirigeante de la Oumma islamique du Mali et pour la seconde, lui réitérer son entière disponibilité. Assid Chérif Ousmane Madan Aïdara a exprimé sa profonde gratitude aux visiteurs du jour, suivant le porte-parole des chefs de village au micro de Ibrahim Koulibaly. Notre visite d'aujourd'hui a pour but de venir souhaiter à notre président Chérif Ousmane Madan Aïdara à sa élection à la tête du Haut Conseil islamique du Mali. Car il est l'un des principes de l'islam que si un chef est élu, la communauté doit venir prêter serment devant lui qu'ils vont lui soutenir. Comme c'est passé avec tous les califes qui sont passés avant lui, et la communauté est venue prêter serment à ces califes pour le soutenir et pour lui souhaiter le bon vent. C'est pourquoi nous sommes réunis aujourd'hui des 4 communes différentes, notamment Kalabankoro, Muntugla, Bangda et même Dara et autres. Nous sommes venus nous retirer notre soutien effectif à notre président qui est Chérif Ousmane Madan Aïdara à la tête du Haut Conseil islamique. C'est ça notre but de visite aujourd'hui. Donc notre dernier mot c'est de lui souhaiter un bon vent, que Dieu lui assiste, que Dieu lui donne une longue vie, que Dieu lui aide et que la paix et la stabilité règnent dans notre beau pays, le Mali, que le bon Dieu nous assiste pour toujours. Et nous vous remercions. Merci. Je vous le disais en titre, le 20 juin de chaque année est consacré à la Journée mondiale des réfugiés. La célébration de cette année est placée sous le signe « Avançons ensemble avec les réfugiés ». Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, n'est pas resté en marche. Pour marquer l'événement, le Haut Commissariat pour les réfugiés et le gouvernement malien, en collaboration avec plusieurs associations, ont initié une cérémonie ce jeudi matin à la Maison des aînés de Bamako, Kafouné Bachili, Draman Mali. Cette cérémonie marque la célébration de la Journée mondiale du réfugié. Ils sont des milliers d'individus à fuir la guerre et les violences qui ont dévasté leur vie quotidienne. Une occasion pour le grand public de montrer son soutien aux familles déracinées. Le président de l'Union des réfugiés du Mali a remercié les pays hôtes pour l'accueil des réfugiés. Permettez-moi, au nom de l'Union des réfugiés au Mali, que je représente, de remercier d'abord le Mali, notre pays d'accueil, pour les efforts fournis pour la gestion du problème non seulement du réfugié, mais aussi des refoulés, des rapatriés, des déplacés, des apatrides et des demandeurs d'asile. Nous estimons que beaucoup d'efforts ont été faits par ma voix. Toutes ces catégories citées si haut disent merci au président Ibrahim Boubacar Keïta, dit affectueusement Ibeka, le gouvernement du Mali et à la Sainte-Serre qui a à la charge la gestion administrative quotidienne des réfugiés. Ensuite, mes remerciements vont au HCR et à tous les humanitaires qui se dévouent autour de la représentante
pour la cause des réfugiés. La représentante du HCR au Mali a réitéré l'accompagnement de l'organisation aux côtés du gouvernement malien afin de franchir les pas ensemble et d'avancer avec les réfugiés. La représentante spéciale adjointe des Nations Unies a lancé un appel de soutien aux réfugiés pour travailler ensemble afin que les déplacés puissent retourner chez eux en toute quiétude avec leur dignité. Madame la représentante du Haut-Commissariat des Nations Unies et vos collègues, merci pour le travail que vous faites au quotidien auprès du gouvernement malien qui a su bien accueillir tout ce monde qui a perdu d'une façon ou d'une autre son milieu d'origine pour être accueilli ici au Mali. Cette journée est une commémoration de la bravoure dont font preuve les réfugiés, les demandeurs d'asile, les personnes déplacées, les apatrides et toutes les personnes déracinées dans le monde. Le ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté a salué la bonne collaboration du gouvernement malien avec le Haut Commissariat pour les réfugiés, avant de rassurer les réfugiés de la solidarité malienne. J'exprime encore ici une fois la solidarité du peuple malien et je salue la solidarité de tous les peuples frères qui ont reçu les nôtres en disant tous ensemble, nous avançons. Sans les réfugiés, nous ne pouvons pas avancer parce que avancer sans les réfugiés, c'est avancer sans une partie importante de nous-mêmes. Avons-nous le droit de le faire? Tout en souhaitant donc une bonne célébration, permettez-moi de terminer mon propos en rendant hommage à tous les humanitaires qui, au quotidien, se battent à nos côtés, qui, au quotidien, vous accompagnent, des humanitaires dont certains d'entre eux, dans cet accompagnement, ont perdu la vie. Puisse le Seigneur accueillir leur âme dans son paradis et faire que cette terre sur laquelle ils ont agi et servi soit une terre qui n'oublie jamais leur sacrifice. Je voudrais encore une fois vous dire bonne fête et vous dire toute la joie que le Mali a d'accueillir des frères et des sœurs sur son sol et dire que cet accueil est pour nous une chance dont nous nous délectons de bien la déguster. La cérémonie a été immortalisée par des prestations musicales et des chorégraphies, avant de prendre fin par une visite guidée des stands d'exposition des réfugiés. Un atelier d'élaboration et d'adaptation des prêches et sermons à la stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme violent s'est ouvert ce jeudi 20 juin à l'hôtel Massalé de Bamako. Cet atelier est une initiative du ministère des Affaires religieuses et du culte à travers son partenaire, la mission onusienne au Mali, la MINUSMA. L'objectif est d'inviter les leaders de toute confession religieuse à prêcher dans les lieux de culte afin de lutter contre l'extrémisme violent dans notre pays. Sadio Sidibé, Abdoulaye Sogodo. Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme au Mali, le ministère des Affaires religieuses et du culte a bénéficié d'un soutien de la section de la MINUSMA intitulée « Réforme du secteur de la sécurité, démobilisation, désarmement et réinsertion dans la prévention de l'extrémisme violent pour la période 2018-2020. » L'objectif, c'est de se réunir, échanger avec les leaders religieux qui sont les principaux acteurs concernés pour l'élaboration d'un guide pour l'élaboration et l'adaptation des sermons de prêche dans le cadre de la lutte et la prévention contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Pendant des jours, les participants évoqueront plusieurs sujets ayant trait à l'extrémisme violent dans notre pays. Ce projet va concerner plusieurs acteurs, notamment les jeunes ainsi que les leaders religieux pour les outiller sur le mécanisme de prévention dans la lutte contre l'extrémisme violent, mais aussi les inviter à conjuguer les efforts en prêchant dans les lieux de culte afin de lutter contre ce fléau. Nous comptons ici sur les leaders religieux qui sont présents dans cette salle. Parce que désormais, après l'élaboration du guide, tout ce que nous allons faire ici, nous ne serons pas dans les mosquées,
nous sommes là pour l'administration, mais nous ne serons pas dans les mosquées, nous ne serons pas dans les églises, nous ne serons pas dans les autres espaces d'expression du langage religieux. Donc leur participation est primordiale d'ici dans cette salle pour élaborer le document de base, mais encore plus sur le terrain, sur les différents espaces, dans les mosquées, dans les églises et dans toutes les occasions qui leur permettraient de s'adresser à leurs fidèles. En tant que musulmans, je pense qu'il est très important pour nous de participer à cet atelier pour pouvoir vraiment mettre en place et adopter le guide qui est mis en place pour que tous les leaders religieux musulmans, les imams, les prêcheurs, ceux qui prêtent les sermons, puissent parler le même langage et essayer d'avoir la même idéologie et essayer d'aller sur la même voie afin vraiment d'être unis et essayer de se protéger contre la violence, la divergence et bien d'autres choses qui peuvent essayer d'être la cause de la divergence. C'est un atelier d'élaboration d'un canevas de prédication pour la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme, organisé par le ministère des Affaires religieuses et du culte. Donc je pense que c'est une très bonne chose d'élaborer un tel document pour que dans nos lieux de culte, que des messages d'apaisement soient prêchés, et cela est important. Il ne faudrait pas qu'au nom de la religion, que surtout au niveau des leaders, que certains soient tentés dans les prêches, en tout cas d'apporter des propos qui ne seront pas de nature à apaiser la population. Le projet de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent au Mali a pour but de former et sensibiliser les leaders de toutes les sensibilités religieuses du Mali afin de lutter contre le spectre de l'extrémisme violent dans notre pays. En juin 2015, le gouvernement du Mali signait avec les groupes armés l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. 4 ans après sa signature, quel bilan faut-il dresser dans sa mise en œuvre? Élément de réponse dans ce reportage signé Abdulkarim Sako Baba Keïta. Cérémonie célébrée en grande pompe dans la capitale malienne, l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, dont la signature fut une lueur d'espoir pour bon nombre de Maliens, a eu 4 ans révolus alors que le Mali traverse une crise qui ne dit pas son nom. En témoignent les récentes attaques d'Ogosagou où plus de 100 personnes ont péri et plus d'une trentaine ont perdu la vie dans celle du cercle de Koro la semaine dernière, sans compter les dégâts matériels considérables. L'accord déjà a reconnu l'unicité, l'indivisibilité du Mali, son drapeau, son hymne, les symboles de l'État sont reconnus, la forme républicaine de l'État du Mali a été préservée, sa laïcité, et pour dire son unicité. Donc, cela est un acquis. Du point de vue mise en œuvre, l'accord aujourd'hui est victime d'une très mauvaise foi des partis. Que ce soit le gouvernement, que ce soit les groupes armés, que ce soit la médiation même. Quand un accord est un accord politique, il faudrait qu'il soit à la fois inclusif et constructif. Ça, c'est extrêmement important. Inclusif et constructif, ça veut dire qu'il faut que du côté du gouvernement, du côté des partis signataires, du côté de la communauté internationale, qu'on arrive à mettre dans le jeu, à impliquer, à responsabiliser, à autonomiser tous les Maliens qui peuvent apporter quelque chose. Un accord est un acte de volonté. Cet accord n'est pas un acte de volonté. On nous a imposé. On nous a contraints. Mais comment voulez-vous dans ces conditions? Aujourd'hui, encore après la signature, on nous dit de respecter nos signatures. On nous condamne à respecter l'intégralité de cet accord, parce que nous l'avons signé. Bien qu'il soit prévu en son article 65 qu'il est possible entre parties maliennes de revoir les dispositions qui posent problème.
Pour certains de nos interlocuteurs, la lenteur dans la mise en œuvre de l'accord est du fait de la mauvaise foi de certains acteurs. Toutefois, estime-t-il, le Mali peut, conformément à l'article 65 du dit accord, revenir en arrière aux fins d'une large compréhension du contenu de l'accord par toutes les légitimités du pays. Chaque acte qui va être posé au Mali, sans concertation préalable des citoyens et des autres catégories socio-professionnelles ou sociopolitiques, ça va amener, vous comprenez, des problèmes. Aujourd'hui, toutes les écoles sont fermées au nord, pratiquement au centre. Et aujourd'hui, 4 ans, combien on a investi dans la mise en œuvre déjà de l'accord? C'est des milliards. Mais un tel accord de paix nécessitait au moins que la représentation nationale ait la possibilité de valider avant la mise en œuvre de l'accord. Surtout que ça concerne le fonctionnement de l'État et l'organisation de l'État. Dans ces conditions, ce n'est pas un simple accord. Ça outrepasse les compétences du gouvernement. En attendant que jaillisse la lumière d'espoir que beaucoup de Maliens avaient nourri à la signature de cet accord, les groupes terroristes, eux, n'attendent rien de cette paix tant rêvée par les Maliens. L'actualité hors de nos frontières est commentée aujourd'hui par Amadou Diarra. C'est tout de suite en bref et en images. Le Burkina Faso, encore frappé par le terrorisme, 17 personnes ont trouvé la mort dans la nuit de mardi à mercredi au cours d'une attaque djihadiste à Belehede, une localité située dans la province du Soum, dans le nord du pays, selon un communiqué officiel du ministre de la Défense. Une vaste opération de ratissage et de sécurisation de la zone a été immédiatement déclenchée par les forces armées nationales, a affirmé le même ministre, tout en appelant la population à la vigilance et à dénoncer tout cas de suspect. Rappelons que le Burkina Faso est le théâtre depuis 4 ans d'attaques djihadistes régulières qui ont fait plus de 420 morts selon un comptage de l'AFP. Le président de la Guinée-Bissau a refusé ce mercredi de nommer à la tête du gouvernement le chef de la majorité parlementaire, son ex-premier ministre Domingos Simões Pereira, avec qui il entretient en ce moment des relations très tendues. Le président a en effet rejeté la proposition de la majorité parlementaire dirigée par le Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap-Vert de désigner son ancien bras droit qu'il avait limogé en août 2015, plongeant le pays dans une crise politique qui paralyse la Guinée-Bissau. Le président José Mario Vaz met en avant la vacance du bureau de l'Assemblée nationale qui peine à se reconstituer. La France s'invite dans la crise politique béninoise. On vous en parlait hier. Le procureur de la République du Bénin a annoncé que des mesures coercitives allaient être prises à l'encontre de l'ancien président Thomas Boni Yayi. La France appelle plutôt au calme et à la retenue de l'ensemble des partis. Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, a été interpellé mercredi 19 juin à l'Assemblée nationale par un député sur la situation politique dans le pays. Pour le député français de centre droit André Villiers, ce sont de nombreux acquis de la conférence nationale qui sont menacés au Bénin, d'où la nécessité pour les deux parties de trouver rapidement un compromis. Dernières heures de la campagne électorale en Mauritanie qui devrait s'achever ce soir à minuit. En attendant, les 6 candidats mettent les bouchées doubles pour boucler leur programme. En milieu de semaine déjà, 2 figures politiques ont battu campagne en faveur de leur candidat. Ahmed Ould Dada en soutien au candidat de l'Alliance pour le changement et le chef de l'État sortant, Mohamed Ould Abdelaziz, qui ne peut se représenter, affiche clairement son soutien pour son dauphin, le général Mohamed Ould Ghazouani. Ces 2 candidats sont considérés comme des favoris dans cette course pour la présidence et le scrutin, quant à lui, est prévu ce samedi 22 juin. La tension serait très vive en ce moment entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique. Les autorités iraniennes et le Pentagone ont confirmé jeudi qu'un drone de l'armée américaine avait été abattu par un missile iranien, mais les versions divergent sur les détails. Une annonce suivie d'une mise en garde de Téhéran. Le Pentagone a fini par confirmer que le drone avait été abattu par un missile solaire alors qu'il se trouvait dans l'espace aérien international au-dessus du détroit d'Ormuz. Une tension perceptible entre l'Iran et les États-Unis d'Amérique depuis la semaine dernière lorsque
que 2 pétroliers ont été attaqués dans le golfe d'Oman près du détroit d'Ormuz. Le rapport sur l'affaire du journaliste saoudien Jamal Khashoggi, rendu par un expert de l'ONU, a suscité la critique de l'Arabie saoudite. Son ministre des Affaires étrangères a déclaré que le document contenait des contradictions évidentes pointant des allégations sans fondement. Dans son rapport rédigé au terme de 6 mois d'enquête, Agnès Kalamar affirme que Khashoggi a été victime d'une exécution délibérée désignant notamment l'Arabie saoudite comme responsable de sa mort. Toute chose que les autorités saoudiennes rejettent en bloc. Et enfin, le numéro 1 chinois Xi Jinping en visite en Corée du Nord jeudi et vendredi et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un entendent afficher leur réconciliation précipitée par le rapprochement entre Pyongyang et Washington. Une amitié irremplaçable, même pour des millions. C'est ainsi que le président chinois en personne Xi Jinping, arrivé jeudi 20 juin à Pyongyang, a qualifié l'alliance de la Chine avec son petit voisin. Pékin redoute de voir son allié tomber dans le camp américain, tandis que les Nord-Coréens ont besoin des Chinois pour faire le poids face à Washington. Xi Jinping veut montrer ses muscles et son influence dans la région. Un mot de sport avant de boucler cette édition. Le président de la FIBA Afrique, le Malien Aman Niang, a déclaré ce jeudi 20 juin 2019 sa candidature à la présidence de l'instance dirigeante du basket mondial à l'occasion d'une conférence de presse. Le point avec Issouf et Ibrahim Koulibaly. Président de la Fédération malienne de basketball durant une dizaine d'années, soit de 1999 à 2007, et ex-ministre de la Jeunesse et des Sports, sous le régime d'Amadou Toumani Touré, Aman Niang a officiellement déclaré sa candidature à la présidence de la FIBA Monde. C'est avec un grand plaisir, mais avec humilité, que je vous annonce officiellement que je suis candidat au poste de président de FIBA. C'est pour le Mali. Je pense que on va écrire peut-être Aman Niang, mais entre parenthèses, on mettra toujours Mali entre parenthèses. Et ça, il ne faut jamais oublier. Pourquoi candidat? Je pense que le premier clin d'œil, c'est à mes collègues de la FIBA Afrique, avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans. S'ils ne voulaient pas, je n'allais pas être candidat. Je suis candidat parce que les hommes et les femmes avec qui j'ai travaillé pendant 5 ans m'ont dit, Aman, tu peux, tu mérites et tu dois nous représenter. Merci à ces braves personnes qui avaient le droit de se présenter. Ils ne l'ont pas fait. Ils ont laissé Aman le faire. Merci à ces braves personnes qui ont prouvé que l'intérêt général doit primer sur l'intérêt particulier. Ces 5 ans à la tête du basketball africain ont été brièvement retracés par une projection d'image. Le plus difficile, ce n'est pas d'être président de FIBA Monde. Je pense que le plus difficile, c'est ce que vous allez trouver. Inyumangado, Inyumangabo, Anyurondouaouté. Je pense que c'est ça la prière. Si je devais demander, en fait, c'est ça que je demande. Parce que ala de badum membe akonala donc à doke nyumangado nyumangabo. Mes impressions, c'est une impression de fierté, fierté pour l'homme, fierté pour le Mali, fierté pour l'Afrique. Et vraiment, si on arrive à concrétiser cette présence, ça sera une très bonne chose pour l'Afrique. Pour l'Afrique, pour le Mali et surtout pour l'homme. Pour l'homme, ça sera une reconnaissance à son amour pour la discipline, à son dévouement et surtout à tout ce qu'il a eu à faire pour le basketball national, africain. Et je dirais vraiment ça sera une très bonne chose. Et nous prions
nous continuons à prier pour que les 30 août, que nous puissions sortir de la salle avec l'élection de M. Niang. Le natif de Caille a 99% de chances d'être le nouveau président du basketball mondial dès le 30 août prochain. Si cela se réalise, il deviendra le 13e président des FIBA Monde et le 2e sud-saharien à briguer ce poste après le Sénégalais Abdoulaye Seye Moro qui avait présidé cette instance de 1998 à 2002. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. Bonsoir à tous.